Le cauchemar d'Innsmouth de Howard Philip Lovecraft. Chapitre 5. Ce fut une douce pluie qui me réveilla de ma stupeur en plein jour dans les broussailles de la tranchée. Et lorsque j'eus rejoint la route en chancelant, je ne vis pas la moindre trace dans la boue fraîche. L'odeur de poisson avait aussi disparu, et les toits en ruine d'Innsmouth ainsi que ses clochers effondrés se dessinaient en gris vers le sud-est. Mais je n'aperçus aucun être vivant dans l'étendue salée désolée des marécages. Ma montre, qui marchait encore, m'indiquait qu'il était plus de midi. Je doutais de la réalité de ce que j'avais vécu, mais je sentais quand même au fond de tout cela comme une présence hideuse. Je devais quitter cette ville maléfique, et je commençais à tester mes moyens de locomotion naturels, usés et engourdis. Malgré la faiblesse, la faim, l'horreur et la confusion, je me trouvais au bout d'un certain temps capable de marcher, et je m'acheminais donc lentement vers la route boueuse de Rowley. Avant le soir, j'atteignis le village, et je pus enfin dîner et me procurer des vêtements convenables. Je pris le train de nuit pour Arkham, et le lendemain, je m'entretins longuement avec les autorités. Ce que je fis à nouveau plus tard à Boston. Le public connaît bien à présent le résultat de ces dépositions, et je souhaite, pour la sauvegarde de l'humanité, qu'il n'y ait plus rien à ajouter. Peut-être est-ce la folie qui me gagne, à moins qu'une horreur plus grande encore ou une grande merveille ne m'attende. Comme on peut l'imaginer, je renonçai presque à tout ce que j'avais prévu pour le reste de mon voyage, visite touristique, architecturale et études du passé, dont je me réjouissais tant. Je n'osais même pas aller voir l'étrange bijou conservé, disait-on, au musée de l'université miskatonique. Je mis cependant mon séjour à Arkham à profit pour prendre quelques notes généalogiques, chose que je désirais faire depuis déjà longtemps. Je pris des documents griffonnés en hâte et peu élaborés, il est vrai, mais qui pourraient m'être utiles plus tard lorsque j'aurai le temps de les compiler et de les classer. Le conservateur de la société historique locale, Mr. B. Lantham Peabody, m'aida très aimablement et manifesta un intérêt sincère en apprenant que j'étais le petit-fils d'Eliza Horne d'Arkham, née en 1867 et qui avait épousé James Williamson, originaire de l'Ohio à l'âge de 17 ans. J'appris que l'un de mes oncles maternels était venu ici, il y a bien des années, pour effectuer une recherche analogue à la mienne, et que la famille de ma grand-mère faisait l'objet d'une certaine curiosité dans le pays. Il y avait eu, disait monsieur Peabody, de grandes discussions autour du mariage de son père, mon arrière-grand-père donc, Benjamin Horne, juste après la guerre civile, car la filiation de sa jeune épouse était assez mystérieuse. On l'avait crue orpheline d'un Marsh du New Hampshire, un cousin des Marsh du comté d'Essex, mais elle avait été élevée en France et ignorait presque toute sa famille. Un tuteur avait déposé des fonds dans une banque de Boston pour son entretien et celui de sa gouvernante française. Mais ce dernier, dont le nom n'était pas familier aux gens d'Arkham, avait fini par disparaître, si bien que la gouvernante assuma son rôle par décision du tribunal. La Française, morte à présent depuis déjà longtemps, était très taciturne et d'aucuns racontaient qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait bien en dire. Mais la chose la plus curieuse est que personne ne put situer les prétendus parents de la jeune femme, Enoch et Lydia Marsh, parmi les familles connues du New Hampshire. Peut-être, suggérait-on, qu'elle était la fille naturelle d'un Marsh haut placé. En tout cas, elle avait les yeux des Marsh. On se posa cependant surtout des questions après sa mort prématurée, qui survint à la naissance de ma grand-mère, son unique enfant. Comme j'avais des a priori fâcheux sur le nom des Marsh, je n'admis pas aisément qu'il figurait dans mon propre arbre généalogique, et il me déplut encore plus d'entendre Mr. Peabody suggérer que j'avais moi-même les yeux des Marsh. Je lui fus néanmoins très reconnaissant pour ces documents qui, je le savais, me seraient précieux, et je pris aux archives de nombreuses notes ainsi que des listes de références concernant la famille Horn. De Boston, je rentrai directement chez moi à Toledo, et après un mois à Maumee pour me remettre de mes épreuves, j'entrai en septembre à l'université d'Oberlin pour ma dernière année de faculté. Et jusqu'en juin,
Je me consacrais à mes études et autres préoccupations salutaires, ne songeant plus à mes frayeurs passées que lors des simples visites de certains fonctionnaires ayant trait à l'enquête qu'avaient provoqué mes appels et mon témoignage. Vers la mi-juillet, un an exactement après l'aventure d'Innsmouth, j'allais passer d'une semaine à Cleveland, dans la famille de ma défunte mère. J'y confrontais mes nouveaux renseignements généalogiques avec les diverses notes, traditions et souvenirs familiaux qui s'y trouvaient déjà, afin, je l'espérais, de reconstituer mon arbre généalogique. Cette tâche ne me plut guère, car l'ambiance chez les Williamson m'avait toujours déprimé. On y sentait une tension morbide, et dès mon enfance, ma mère ne m'avait jamais encouragé à voir ses parents, bien qu'elle fût toujours heureuse de revoir son père quand il venait à Toledo. Ma grand-mère d'Arkham m'avait toujours paru étrange et presque terrifiante, et je ne crois pas avoir été triste lorsqu'elle disparut. J'avais 8 ans, et l'on racontait qu'elle était morte de chagrin après le suicide de mon oncle Douglas, son fils aîné qui s'était tiré un coup de revolver à son retour d'un voyage en Nouvelle-Angleterre, celui-là même dont la société historique d'Arkham avait gardé souvenir. Cet oncle ressemblait à sa mère, et je ne l'avais jamais aimé non plus. Je ne sais quoi dans leur expression figée, aux paupières immobiles, me causait un vague malaise inexplicable. Ma mère et mon oncle Walter ne leur ressemblaient pas. Ils tenaient de leur père, bien que le pauvre petit cousin Lawrence, le fils de Walter, fût le portrait craché de sa grand-mère. En tout cas, avant que son état ne justifie un internement à l'asile de Canton. Je ne l'ai pas vu depuis 4 ans, mais mon oncle laissait entendre que sa santé, aussi bien mentale que physique, était désolante. C'est ce qui avait probablement causé la mort de sa mère 2 ans auparavant. Mon grand-père et Walter, son fils, veuf à présent, vivaient seuls dans la maison de Cleveland. Mais les souvenirs d'autrefois y étaient encore pesants. Cet endroit me déplaisait toujours autant, et je m'efforçais de mener mes recherches le plus rapidement possible. Mon grand-père me fournit une grande quantité de documents, de dossiers et récits relatifs aux Williamson. Pour les Horn, je dépendais de mon oncle Walter, qui mit à ma disposition le contenu de tous ces dossiers comprenant des notes, lettres, coupures de presse, souvenirs de famille, photographies, ainsi que miniatures. Ce fut en parcourant les lettres et les portraits du côté des Horn que je me mis à éprouver une sorte de terreur concernant ma propre ascendance. Je l'ai dit, ma grand-mère et mon oncle Douglas m'avaient toujours inquiété. Maintenant, des années après leur disparition, je regardais leurs portraits avec un sentiment nettement aggravé de répulsion et de distance. Au début, je ne compris pas pourquoi, mais peu après, une sorte d'horrible association s'imposa à mon subconscient, malgré mon refus constant de seulement admettre le moindre soupçon. De toute évidence, l'expression caractéristique de ces visages me suggérait maintenant une chose que je ne voyais pas avant, une chose qui déclencherait une panique incontrôlable si j'y pensais trop. Le pire se produisit quand mon oncle me montra les bijoux des Horn, déposés dans le coffre d'une banque de la ville. Certains étaient raffinés et émouvants, mais il y avait un coffret de vieilles pièces étranges venant de ma mystérieuse arrière-grand-mère, et que mon oncle hésitait à me montrer. Les motifs, disait-il, étaient grotesques, presque répugnants, et à sa connaissance, ils n'avaient jamais été portés en public, quoique ma grand-mère prenait plaisir à les contempler. De vagues légendes prétendaient qu'ils portaient malheur, et la gouvernante française de mon arrière-grand-mère avait dit qu'il ne fallait pas les mettre en Nouvelle-Angleterre, alors qu'en Europe, c'était tout à fait permis. Lentement, avec réticence, mon oncle commença à déballer les objets, me suppliant de ne pas me laisser impressionner par la bizarrerie et la laideur fréquente des motifs. Les artistes et les archéologues qui les avaient vus en jugeaient le travail magnifique, exotique et raffiné, mais aucun ne semblait capable d'identifier le métal, ni les rattacher à une école artistique précise. Il y avait 2 bracelets, une tiare
et un sorte de pectoral. Ce dernier portait en haut relief des figures d'une extravagance presque intolérable. Pendant ces explications, j'avais réussi à maîtriser mes émotions, mais mon visage dut trahir ma terreur grandissante. Mon oncle parut soucieux et s'interrompit pour m'observer. Je lui fis signe de poursuivre, ce qu'il fit avec davantage de réticence. Il attendait visiblement une réaction lorsque la tiare apparut la première, mais je doute qu'il ait vraiment imaginé ce qui arriva. Je ne l'avais pas prévu moi non plus, car je me croyais tout à fait préparé à ce que seraient ces bijoux. Ce qui arriva, c'est que je m'évanouis sans un mot, comme je l'avais fait dans cette tranchée de chemin de fer étouffée par les ronces un an auparavant. Depuis ce jour, ma vie n'a été qu'un cauchemar de sombres ruminations et de craintes. Pourtant, j'ignore quelle est la part de la folie et celle de l'horrible vérité. Mon arrière-grand-mère était une marche d'origine inconnue, dont le mari vivait à Arkham. Et le vieux Zédoc ne m'avait-il pas dit que la fille d'Aubaine Marsh, née d'une mère monstrueuse, avait été mariée à un homme d'Arkham? Et qu'est-ce que le vieil ivrogne avait marmonné sur la ressemblance de mes yeux et ceux du capitaine Obed? À Arkham aussi, le conserveur m'avait dit que j'avais les yeux des Marsh. Obed Marsh serait-il mon arrière-arrière-grand-père? Qui donc, ou alors quoi donc, pouvait bien être mon arrière-arrière-grand-mère? Mais peut-être que tout cela n'était-il que démence. Ces parures d'or blanchâtre pouvaient avoir été achetées à un marin d'Innsmouth par le père de mon arrière-grand-mère, quel qu'il fût. Le visage fixe, dans le visage de ma grand-mère et de l'oncle suicidé, ne pouvait être que pure imagination de ma part. Imagination amplifiée par le cauchemar d'Innsmouth qui avait si sombrement impressionné mon esprit. Mais alors pourquoi mon oncle s'est-il tué après ses recherches généalogiques en Nouvelle-Angleterre? Pendant 2 ans, j'ai lutté contre ces pensées avec un certain succès. Mon père me procura une situation dans une compagnie d'assurance et je m'enterrai dans la routine le plus profondément possible. Mais au cours de l'hiver 1930-1931, les rêves commencèrent. Ils furent d'abord très espacés et insidieux, puis, au fil des semaines, de plus en plus nombreux et bouleversants. De grands espaces liquides s'ouvraient à moi, et j'errais au travers de gigantesques portiques engloutis et de labyrinthes de murs cyclopéens envahis d'herbes en compagnie de poissons grotesques. Ensuite, les autres formes apparurent, qui me remplissaient d'une horreur sans nom lorsque je m'éveillais, mais pendant mes rêves elles ne m'effrayaient pas du tout. J'étais des leurs, portant leurs ornements inhumains, parcourant leurs chemins aquatiques, en récitant de monstrueuses prières dans leurs temples maléfiques au fond de la mer. J'ai fait bien d'autres rêves que je n'ai pu retenir, mais ce que je me rappelais chaque matin aurait suffi à me faire passer pour un fou ou un génie si j'avais osé tout écrire.
Je sentais qu'une effroyable influence cherchait à m'arracher progressivement au monde raisonnable de la vie normale, pour me plonger dans des abîmes innommables, de ténèbres et d'inconnus. Tous ces phénomènes m'affectaient profondément. Ma santé et ma physionomie se dégradaient sans répit, jusqu'au jour où je dus enfin renoncer à ma situation pour adopter une vie statique et recluse d'un invalide. Une bizarre affection nerveuse s'était emparée de moi. Par moments, j'étais presque incapable de fermer les yeux. C'est alors que je commençais à me regarder dans la glace avec une inquiétude croissante. Les lents ravages de la maladie ne sont pas agréables à observer, mais dans mon cas, il y avait quelque chose de plus subtil et plus déconcertant. Mon père parut s'en apercevoir, car il commença à me regarder avec curiosité et presque avec effroi. Mon Dieu, mais que m'arrivait-il? Était-il possible que je parviendrais à ressembler à ma grand-mère et à mon oncle Douglas? Une nuit, je fis un rêve terrifiant au cours duquel je rencontrai ma grand-mère au fond de la mer. Elle habitait un palais phosphorescent aux multiples terrasses, aux jardins étranges de coraux lépreux et de grotesques efflorescences bractéales. Et elle m'accueillit avec une chaleur qui était peut-être sardonique. Elle avait changé, comme changent ceux qui retournent à l'eau, et m'a dit qu'elle n'était jamais morte. Au lieu de cela, elle était allée dans un lieu dont son défunt fils avait eu connaissance, et elle avait plongé dans un royaume dont les merveilles l'auraient attendu lui aussi, mais auquel il avait renoncé d'un coup de revolver. Ce serait également mon royaume. Je ne pouvais y échapper. Je ne mourrais jamais, et je vivrais avec ceux qui existaient déjà, bien avant que l'homme ne foule cette terre. Je rencontrais également ce qui avait été sa grand-mère. Pendant 80 000 ans, Tiali avait vécu à Yantley, où elle était revenue à la mort d'Aubenmarch. Yantley ne fut pas détruite lorsque les hommes d'en haut utilisèrent leurs armes de mort dans la mer. Elle fut endommagée, mais pas détruite. Ceux des profondeurs ne pouvaient être anéantis, même si la magie paléogénèse des anciens oubliés a parfois pu les maintenir en échec. Mais pour le moment, ils se reposaient. Mais un jour, s'ils s'en souvenaient, ils monteraient à nouveau pour s'emparer du tribut que le grand Cthulhu désirait plus que tout. La prochaine fois, ce serait une cité bien plus importante qu'Innsmouth. Ils avaient projeté de s'étendre, et ils avaient apporté là-haut tout ce dont ils avaient besoin. Mais maintenant, il leur fallait attendre une fois de plus. Je devrais faire pénitence pour avoir provoqué la mort de ceux de la surface, mais la peine ne serait pas lourde. Tel fut le rêve dans lequel je vis un Shoggoth pour la première fois, et ce spectacle me réveilla dans un hurlement d'épouvante. Car ce matin-là, mon miroir m'apprit clairement que j'avais acquis le look d'Innsmouth.
Jusqu'ici, je ne me suis pas suicidé comme mon oncle Douglas. J'ai bien acheté un pistolet automatique et j'ai failli sauter le pas, mais certains rêves m'en ont dissuadé. Le pire degré de l'horreur s'atténue et je me sens étrangement attiré par les profondeurs inconnues de la mer au lieu de les craindre. J'entends et je fais des choses bizarres dans mon sommeil, puis je m'éveille dans une sorte d'exaltation et non plus de terreur. Je ne crois pas avoir besoin d'attendre la métamorphose complète, comme la plupart l'ont décidé. Si je le faisais, mon père finirait probablement par me faire interner dans cette maison de santé comme mon pauvre petit cousin. Des splendeurs inouïes stupéfiantes m'attendent dans ces profondeurs. Et j'irai bientôt les rejoindre. Lai, lai, lile, Cthulhu, nai, lai, lai. Non, je me tuerai pas. Non, on ne peut pas me tuer. Je vais tout préparer pour que mon cousin s'évade de la maison de fous de Canton. Et ensemble, nous irons dans l'ombre merveilleuse d'Innsmouth. Nous nagerons vers ce récif qui médite sous la mer. Et nous plongerons dans les abîmes infernaux jusqu'à la cité cyclopéenne aux 1000 colonnes, Yantley, et dans le repère de ceux des profondeurs. Nous vivrons à jamais dans l'émerveillement et la gloire.